Mesdames et messieurs, bonsoir. Coût de la vie, pouvoir d'achat, pratiquement les deux faces d'une même médaille. Après avoir abordé la question des prix et de leur évolution, nous nous intéressons aujourd'hui à la possibilité financière de la population à acquérir les biens et services. Autrement dit, l'Ivoirien a-t-il les moyens de vivre convenablement? Comment doit-il gérer son revenu? Deux préoccupations essentielles qui constituent l'ossature de cette émission. Sur ce plateau, 5 invités pour en parler. À ma droite, donc à votre gauche, je commence par M. Moussa Diabaté, qui est le directeur de cabinet adjoint au ministère de la fonction publique. Bonsoir, M. Diabaté. Bonsoir, M. Kodé. À côté de M. Diabaté, nous avons le professeur Alban Aouré. Il est le directeur de la CAPEC, de la cellule d'analyse de politique économique du CIRES. Bonsoir, professeur. Bonsoir, M. Adabakone. Monsieur Mamadou Soro est le secrétaire général de la centrale Humanisme. Bonsoir, monsieur Soro. Bonsoir, monsieur. À ma gauche, monsieur Nyanya Zadi, qui est le président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public. Bonsoir, monsieur Zadi. Bonsoir. Monsieur. Et à côté de lui, monsieur Mahamao, qui est de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. Il est précisément le président de la commission emploi et relations sociales. Bonsoir, monsieur Mao. Bonsoir, monsieur. Alors, professeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer économiquement et brièvement ce que c'est que le pouvoir d'achat? Il faut dire que le pouvoir d'achat, c'est la quantité de biens et services que notre revenu nous permet d'acquérir à un moment donné. Mais il est bon de regarder ce concept de pouvoir d'achat de façon dynamique. Par exemple, pour faire simple, 1000 francs CFA me permettaient il y a 3 ans d'acheter 3 kg de riz. Et 1000 francs CFA aujourd'hui, cette somme me permet d'acquérir seulement 2,5 kg ou 2 kg. Mon pouvoir d'achat a baissé. Le pouvoir d'achat des 1000 francs CFA a baissé. Si c'est le contraire, ce qui veut dire que si 1000 francs CFA, cette somme me permet d'acquérir beaucoup plus, donc 4 kg de riz aujourd'hui, alors mon pouvoir d'achat s'est accru. Voilà, donc le pouvoir d'achat, c'est cette relation entre le revenu et les biens et services que nous pouvons acquérir. Mais derrière les biens et services que nous pouvons acquérir, il y a la notion de prix. Voilà, parce qu'il faut pouvoir les acquérir à travers les prix sur le marché. Donc, ce sont les deux variables qui permettent de définir le pouvoir d'achat. Tout à fait. Donc, c'est surtout, on regarde la variable revenu parce qu'on se dit, qu'est-ce que mon revenu me permet d'acquérir en termes de quantité de biens et services? Mais la notion de prix y est. Voilà, et il est évolutif dans le temps. Il est évolutif dans le temps et il est mieux. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Bien sûr, le pouvoir d'achat peut baisser. Et le pouvoir d'achat peut augmenter. Mesdames et messieurs, chers invités, je vous invite à partager le sentiment de l'homme de la rue sur le pouvoir d'achat en Côte d'Ivoire. Et c'est au micro de Astou Touré. La vie est chère. Le pouvoir d'achat de l'Ivoirien ne peut pas lui permettre de vivre une vie aisée. L'Ivoirien n'a pas un revenu d'achat conséquent. Pourquoi cela? Les temps sont durs, tout a changé. La vie est chère, très chère. On ne comprend plus. C'est le prix qu'on gagne. Oui, c'est bien ça. Bon, ça ne suffit pas de me faire avec. Le marché est trop dur. Quand ça fait les gens ça, les marchés durs, les condiments, quoi, c'est dur. Et l'argent ne suffit pas. On rentre à elle, ce qu'on rentre à elle au marché, ça ne suffit pas. On a un faible taux d'achat. Un faible taux d'achat. Quand on regarde, on fait un balayage visuel sur le marché, on a un faible taux d'achat. On aimerait avoir un niveau de vie élevé, surtout au niveau du loyer. Et par la suite, le reste, c'est dans les détails. Surtout, on cherche à s'alimenter, à s'habiller le minimum possible. Voilà. Donc le pouvoir d'achat, il est très faible. Bon, on ne trouve rien à acheter, tellement c'est cher. Se déplacer, c'est cher. Le marché est cher. Les loyers sont chers. Bon. Aujourd'hui, le salaire ne suffit pas. Le salaire ne suffit pas dans la mesure où, si tu dois enlever le loyer dedans, tu dois tenir compte de la famille et les imprévus. Aujourd'hui, le minimum que nous avions là, ça n'arrive pas à répondre à nos besoins. Voilà. Peut-être qu'il faut voir l'assiette salariale. Je pense bien que cela relève de la compétence peut-être de l'État. Et si c'est soumis à l'Assemblée nationale, pour qu'on puisse en discuter. Alors, M. Moussa Diabaté, l'État a pris plusieurs mesures pour améliorer le revenu
des Ivoiriens. On parle de filets sociaux, le relèvement du SMIC, des mesures en faveur des fonctionnaires. Mais vous avez entendu, lors de ce micro-trottoir, les Ivoiriens, ils semblent en attendre beaucoup plus. Merci. Je voudrais, avant de commencer, vous remercier au nom de Monsieur le ministre de la fonction publique, le général Issa Coulibaly, de nous avoir associés à ce panel d'échange. Effectivement, je regardais avec vous le sentiment de ceux qui sont passés tout à l'heure dans ce passage-là. Et c'est un constat, je crois que je le vois avec vous, mais il faut constater aussi que l'État, vous l'avez indiqué tout à l'heure, a pris la pleine mesure de cette situation et a pris donc un certain nombre de mesures. Les filets sociaux, vous l'avez indiqué, augmenter également le SMIC, et l'État a fait des efforts ces derniers temps, depuis 2011 et plus principalement en 2013, pour ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'État. Mais on constate que les Ivoiriens se plaignent toujours du pouvoir d'achat. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. De quel côté? On verra bien sur ce plateau. Est-ce que c'est sur les prix qu'il faut jouer ou sur les salaires? On verra dans les échanges. Une des mesures de l'État, c'est adressé directement à vous en tant que fonctionnaire. Comment vous appréciez le niveau du relèvement de vos revenus? Monsieur Zadi Nyanya. Je vous remercie donc au nom de la plateforme nationale pour l'invitation. Je voudrais indiquer que depuis cette année, donc 2018, mais bien avant, l'État a pris un train de mesures. Je pense que ça a été dit tout à l'heure avec le déblocage des avancements, avec également quelques bonifications indiciaires et bien d'autres mesures. Mais pour mieux apprécier tout cela, il faut noter que le fonctionnaire ivoirien a eu un salaire bloqué depuis 1988, donc plus de 25 ans, où son pouvoir d'achat s'est effrité. Alors, des mesures ont été prises depuis 2015, 2014 d'abord pour le déblocage des avancements, ensuite 2015, donc depuis 4 ans, 3 ans. On note quand même, et cela nous le saluons de la part du gouvernement, que des efforts sont faits pour améliorer un tant soit peu. Aujourd'hui, vous êtes soulagé en tant que fonctionnaire? Mais je vais dire, quand on regarde d'où nous venons, il est très tôt pour dire que les fonctionnaires sont soulagés, parce que quand on a vécu dans un trou béant de près de 25 mètres, ce n'est pas avec 3 relèvements que cela peut changer du coup. Ce que nous souhaitons, c'est que ces mesures-là soient continues. Et pour que le pouvoir d'achat des fonctionnaires qui a effectivement baissé, parce que quand on prend même, ils sont là les techniciens, on voit aujourd'hui que même dans la classe moyenne aujourd'hui, les chiffres disent bien que le fonctionnaire ne représente que 17%. N'est-ce pas, au niveau de la classe moyenne. Ça veut dire qu'il y a un véritable changement au niveau, n'est-ce pas, de l'architecture, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a beaucoup à faire, mais nous apprécions à sa juste valeur ce qui a été fait par l'État. Et nous sommes prêts à accompagner l'État pour que, bien entendu, on améliore encore la situation, pour qu'on arrive à une situation où le fonctionnaire qui est véritablement l'image de l'État puisse, n'est-ce pas, avoir une meilleure image dans la nation. Alors, M. Soro de la centrale Humanisme, vous qui avez dans votre sorte de fédération aussi bien les travailleurs du privé que du public et de l'informel, comment est-ce que le pouvoir d'achat peut être apprécié à votre niveau? D'abord, il faut saluer les efforts que le gouvernement a fait parce que sur 20 ans, 25 ans, on était dans une période de stagnation. Et là, les mesures qui sont prises pour que l'effet soit ressenti à moyen terme. Et surtout, nous devons apprécier le développement que nous sommes en train de faire de façon macro. Nous étions dans une économie assez agricole, mais aussi un peu informelle, pas bien structurée. Aujourd'hui, nous allons vers une industrialisation tant agricole que du pays. Et il faut qu'on débouche à une économie de services. C'est lorsque la Côte d'Ivoire va atteindre ce stade de l'économie de services qu'effectivement, chacun de nous aura un accès facile aux services. Or, pour pouvoir y arriver, il faut qu'on consente des sacrifices dans l'investissement. Or, plus on investit, plus on va essayer de travailler un peu sur les efforts que nous devons consentir. Et c'est ce qui est en train d'être demandé aux citoyens et aux résidents en Côte d'Ivoire. Mais nous devons noter, quand vous prenez le secteur privé, il y a eu effectivement le relèvement du SMIC.
il y a effectivement les négociations que nous avons faites à les employeurs pour relever les minima catégoriels. Mais ce travail a été fait sur une partie des travailleurs qu'on pourrait qualifier de la première et de la deuxième classe. Ceux qui constituent la grande pyramide par le bas sont sous le souk du SMAG, du salaire agricole, du salaire minimum agricole garanti. Et là, nous n'avons pas encore ouvert les négociations pour voir son relèvement. Deuxième élément, au niveau du secteur informel, il nous faut vraiment travailler pour qu'effectivement on aille à la transition de l'économie formelle, pour qu'effectivement ces travailleurs indépendants qui, avec les services, pourront effectivement avoir un revenu stable et pouvoir participer à l'économie. Mais globalement, sur quoi on doit travailler? Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille sur des principes. D'abord, au niveau de la fonction publique. D'accord, on reviendra aux propositions vers la fin de cette émission. Je voudrais m'adresser à M. Mao de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. L'État a fixé le SMIC il y a quelques années à 60 000 francs. Quelle a été la conséquence sur les salaires que vous pratiquez? Alors, avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais d'abord m'aligner sur ce que venait de dire M. Soro pour reprendre sur le fait que ce qui a été fait dans le cadre du secteur privé l'a été fait évidemment en collaboration avec les représentants des travailleurs, mais c'est aussi, j'allais dire, un effort très appréciable des entreprises parce que ne l'oublions pas, le coût des salaires entre dans, j'allais dire, le coût final des produits qui sont vendus et qui entre donc dans le prix final, puisque toute la discussion qu'on aura ici va se reposer sur deux pieds. Un, l'augmentation des revenus et le niveau des prix des services et des biens qui sont vendus. Alors, si je relève les salaires, immanquablement, je vais le répercuter dans le coût du produit final que je vais vendre. Première chose. La deuxième chose, c'est de dire que on met toujours en avant le fait que c'est le gouvernement donc, qui a mis son cachet final sur la décision d'augmenter le SMIC, mais le SMIC, c'est d'abord le travail collaboratif des travailleurs et des employeurs. Et tout à l'heure, M. Soro parlait du SMAG. Alors là aussi, sans entrer, j'allais dire, dans des détails techniques qui pourraient nous prendre tout le temps ici, il faut bien comprendre que pour ce qui concerne le SMAG, il y a deux paliers. Il y a la rémunération que touche l'agent dans le cadre donc, de ce qu'on va définir comme le SMAG, mais il y a une autre partie très importante du revenu de ce travailleur agricole-là qui est liée au rendement qu'il effectue sur la plantation. C'est-à-dire c'est le nombre de régimes qu'il descend, le nombre d'hectares qu'il nettoie. Donc c'est sur ces éléments-là donc qu'on doit se mettre d'accord. Évidemment, tous les avantages annexes qui sont donnés aux travailleurs. Et ça me permet, s'il vous plaît, ça me permet de compléter la définition qui a été faite tout à l'heure par le professeur, de dire qu'il n'y a pas que le revenu physique qui est donné à l'agent, il y a aussi les revenus annexes qui sont servis sous forme d'avantages. D'accord. Voilà, nous y reviendrons donc. Nous y reviendrons, mais oui. je dis que la question demeure toujours celle de savoir la conséquence du relèvement du SMIC sur les rémunérations que vous pratiquez. Lorsqu'on relève le SMIC, quelque part, on a dû, j'allais dire, rogner sur nos marges pour ne pas répercuter l'augmentation des salaires sur l'augmentation du prix final des produits. Si vous êtes productif, vous ne rognez pas suffisamment sur vos marges, M. Mao. Non, parce que, attention, toujours M. Soro le disait, l'entreprise a besoin aussi de réinvestir pour créer de la richesse. C'est un programme que vous faites. Absolument. C'est un plan de conduite de votre entreprise. Et c'est pour cela, tout va ensemble. Et c'est pour cela qu'il faut le faire avec les partenaires sociaux que sont les ministères, qui sont des ministères qui nous accompagnent, et les travailleurs qui sont des éléments moteurs de notre système. Monsieur Soro, comment jugez-vous ce niveau du SMIC à 60 000 francs? Bon, au départ, nous avions revendiqué 105 000. Mais donc, dans la négociation, c'est du donner et du recevoir. Et donc, on a convenu des 60 000. Nous pensons que pour l'heure, nous l'acceptons et nous allons travailler avec. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que effectivement, il y a la question salariale, mais il y a aussi des besoins sur lesquels l'État a travaillé et aussi pour lesquels on doit tenir compte. C'est l'habitat. Les besoins en habitat, vous savez que de 1995 à 2015, on est passé de 41% d'urbanisation à 50%. Il va sans dire qu'il y a une pression sur les villes.
Et là, le problème du logement se pose avec acuité. D'un besoin de 400 000 maisons, il n'y avait pas de réponse. L'État aujourd'hui apporte une réponse de 60 000 par an. Ça ne vaut pas le quart, mais c'est déjà une avancée. Et il nous appartient, nous tous, de nous y mettre et de pouvoir accompagner cette dynamique. Deuxième élément, c'est concernant la santé. Parce que la Banque mondiale a fait une étude et a indiqué clairement que le revenu familial qu'on engloutit dans la santé oscille entre 54% et 63% du revenu familial. Donc, il faut faire un travail pour que cette proportion soit ramenée vers 10-15%. Et c'est pourquoi, ayant constaté qu'il n'y avait que 5% de la population qui avait une couverture santé, la question de la couverture maladie universelle se pose comme une problématique pour résoudre la question pour l'ensemble de la population. Et donc, nous devons bien assimiler ce dispositif pour réduire la marge de dépenses familiales au niveau de la santé, pour la ramener à des proportions de 15 à 20%, pour que le budget familial ait un oxygène, soit oxygéné, et que cela puisse permettre d'accroître notre pouvoir d'achat sur les autres biens et services. Ce sont les autres revenus annexes dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Ceux qu'on ne perd pas dans les dépenses de santé sont récupérés. Là où je suis d'accord avec vous que les faits sont vrais, sur le SMAG, mais la réalité n'est plus la même. Les logements, l'eau que vous distribuez, le courant, aujourd'hui, pour des villages construits en 78 jusqu'à 85, vous partez aujourd'hui, le patronat met ces logements en location, les travailleurs sont obligés de payer la location. Je vais vous donner en offre, je vais vous donner des noms d'entreprises où ça se fait. Oui, pas sur le plateau, mais rapidement, oui. Il y a aussi le courant aujourd'hui, il est vendu dans ces villages. Il n'y a pas de latrine pour améliorer le cadre de vie. Or, le cadre de vie est un dispositif du coût de la vie. Donc, c'est pourquoi il faut qu'on s'asseye. Il y a toujours des exceptions dans un système. Il y a toujours des exceptions dans un système. Voilà. Pour renégocier le SMAG avec la réalité actuelle, ça va permettre d'accompagner les autres pans que l'État a bien voulu accompagner. Et ensemble, nous devons amorcer cette dynamique par le dialogue social et le tripartisme que nous avons vécu. Et il faut qu'on travaille effectivement sur les questions du transport et des communications, des technologies. C'est vraiment important parce que quand ce dispositif est fait, vous allez voir que notre pouvoir d'achat, même s'il n'est pas dans la poche, par la facilité d'accès à un certain nombre de services, on en tire des dividendes non numéraires, mais par les biens, services, produits. Professeur, ça doit faire partie du pouvoir d'achat. À quoi ramène, en termes de réalité économique ou sociale, les 60 000 francs du SMIC? Mais il faut dire que les 60 000 francs de SMIC concernent les emplois salariés. Et les emplois salariés, c'est 21% des emplois. Et il faut aussi, parce que tout à l'heure, c'est bien, effectivement, il faut saluer les efforts du gouvernement. C'est très important. Les augmentations donc, au niveau du secteur privé avec le SMIC, les augmentations au niveau donc, du secteur public, ce que nous observons, et nous en sommes tous bénéficiaires. Mais les dernières enquêtes de 2016 sur la situation de l'emploi et du secteur informel en Côte d'Ivoire montrent effectivement que nous avons 93,4% des emplois dans le secteur informel. Des non-bénéficiaires des mesures qui sont prises, ça il faut le dire. Donc, ces mesures du SMIC, 60 000 francs, passer de 36 600 à 60 000 francs, ça concerne les emplois salariés, ça concerne une partie des 6,6% des emplois dans le secteur moderne. Et les actions envers le secteur public également concernent aussi une autre partie des 6,6% des emplois modernes. Les 93,4% dans le secteur informel ne sont pas concernés. Voilà pourquoi, à ce niveau, on ne verra pas d'amélioration de revenus. Parce que dans le secteur informel, il est difficile de contraindre des individus d'appliquer le SMIC. D'ailleurs, c'est un secteur informel. Alors, dans vos études, comment est-ce que vous évaluez cela? Il faut dire effectivement aussi, je termine là-dessus, que même dans le secteur privé moderne, ce n'est pas encore toutes les entreprises qui appliquent les dispositions. Il faut le dire, et nous avons entendu. Donc, c'est pour dire que beaucoup de choses là-dessus. Bien sûr qu'il y a des discussions, le gouvernement fait l'effort nécessaire, mais il y a un contrôle important
à faire pour que toutes les entreprises arrivent à appliquer déjà le SMIC sur lesquels elles se sont accordées et ainsi de suite. Maintenant, en termes d'évaluation, bon, bien sûr qu'il faut tenir compte du revenu global. Vous savez, cette enquête dont je parle, même prenons l'enquête niveau de vie des ménages de 2015, le revenu moyen des personnes en emploi est de 88 000 francs en Côte d'Ivoire. Donc, si nous considérons ce revenu moyen, bien sûr, donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes en dessous de la moyenne, c'est très clair, et beaucoup de personnes en dessous du SMIC. Donc, ce sont des réalités à prendre en compte pour dire qu'effectivement, les revenus vont augmenter, mais pour une frange assez faible de la population. Il y a des politiques à mener pour le secteur informel. Et voilà, donc, notre ami de la SOGECI disait qu'il faut regarder les rendements des individus, et nous allons peut-être en arriver là. Et il faut chercher à accroître la productivité des gens dans le secteur informel pour qu'ils aient des meilleures rémunérations. Nous allons en arriver certainement. D'accord. Monsieur Diabaté, au niveau de la fonction publique, quels sont les paramètres de fixation des revenus? Bon, il faut dire que contrairement au secteur privé, qui lui met en relation le travailleur avec son employeur en relation contractuelle, au niveau de la fonction publique, c'est plutôt une relation, j'allais dire, réglementaire, statutaire. Ici, les salaires sont fixés donc de façon statutaire à partir d'un indice auquel on affecte des taux. Et donc, quand vous rentrez dans la fonction publique, ça dépend du grade auquel vous rentrez. Et à partir de là, vous savez déjà le salaire que vous devez toucher. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les salaires que vous pratiquez permettent donc aux fonctionnaires de vivre à l'abri des exigences existentielles? J'allais dire, c'est le souhait et c'est l'ambition de tout État, de mettre ses citoyens à l'abri des situations difficiles. Donc, au niveau de la fonction publique, comme les représentants des syndicats l'ont évoqué tout à l'heure, des efforts ont été faits depuis donc, 2013 et je salue ici leur contribution parce que c'est aussi grâce à leur contribution le fait d'accompagner le gouvernement et d'observer une trêve sociale qui a été signée d'accord parti avec eux permet au gouvernement de travailler sereinement et eux également avec nous pour qu'on puisse avoir plus de possibilités pour faire face à un certain nombre de situations par rapport aux fonctionnaires. Monsieur Soro? Oui, vraiment je souscris à ce que le professeur a dit, mais simplement concernant l'application du SMIC, je pense que, étant donné que c'est le résultat d'un dialogue tripartite, je pense que quand on décide de faire une entreprise, on doit avoir de la bonne foi et appliquer la réglementation nationale. Donc, on peut constater qu'il y a des entreprises qui ne veulent pas appliquer, mais on ne doit pas les dédouaner. Monsieur Soro, vous êtes en train de dire que les entreprises n'ont pas intégré le SMIC dans leur mode de calcul? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Simplement, il y en a. Elles sont identifiées. Elles sont identifiées. Et c'est pourquoi quand on dit que c'est difficile pour eux, je dis non, ce n'est pas difficile. Non, ce qui est difficile, c'est surtout le secteur informel dont je parlais. Pour le secteur moderne, les entreprises se sont engagées sur le SMIC. Il faut qu'elles l'appliquent. Si elles ne l'appliquent pas, le pouvoir public doit pouvoir réguler le secteur, doit pouvoir contrôler et imposer à ces entreprises-là l'application du SMIC. Ça, nous convenons avec vous à ce niveau. À partir de l'instant où le dialogue, le résultat du dialogue social a été converti en décret, le décret s'impose à tout citoyen, à tout résident sur le territoire national. Donc, si on en détecte qui n'appliquent pas, on doit les informer, mais on ne doit pas dire que c'est un peu difficile pour eux. Non. Quand on fait une entreprise, on doit en mesurer avec le business plan les tenants et les aboutissants. Donc, c'est ce que moi je voulais relever, mais aussi le soutenir pour dire, quand j'avais voulu parler, vous avez dit on va voir les perspectives. Non, en fait, ce n'est pas les perspectives. C'était pour dire globalement, c'est qu'il y a des principes. Pour la fonction publique, on a mis un indice référentiel de base qui est de 233,45 francs CFA, un point d'indice. Au niveau du privé, on a prévu que chaque 3 ans, on devait se retrouver pour
revisiter les minima catégoriels. Au niveau de la fonction publique, c'est chaque 2 ans pour mesurer les conséquences de l'inflation et arrimer cela. Mais l'exercice n'avait pas été fait depuis parce que l'État lui-même avait bloqué les avancements sur près de 20 ans. Aujourd'hui que ces principes sont relancés, il faut asseoir un dispositif ou des commissions permanentes de veille sur ces questions qui vont être mises en route pour qu'effectivement, chaque 2 ans, pour les fonctionnaires, chaque 3 ans, pour le secteur public, on puisse revisiter et en même temps, comme la transformation de l'économie informelle, la transition de l'économie informelle est un des grands chantiers du Bureau international du travail, dont fait partie tous les États de Côte d'Ivoire. Il nous faut effectivement nous arc-bouter et vraiment dans une détermination, y travailler pour que effectivement, d'ici les 10 années qui arrivent, tous les travailleurs puissent tendre vers, j'allais dire, une économie formelle pour que effectivement tout service qui est rendu soit effectivement traçable dans notre pays. Je voudrais rappeler, si vous permettez, M. Soro, je voudrais rappeler que, toujours parlant du SMIG, les pays africains francophones que je vais citer ont les niveaux suivants. Le Maroc, 137 000 francs, premier pays africain francophone. La Guinée équatoriale qui était à 90 000 est passée à 128 000. On a l'Algérie à 112 000, la RDC 90 000 contre 70 000 précédemment. Le Gabon 80 000, la Côte d'Ivoire et le Tchad 60 000. Et puis après on a le Sénégal 47 000, le Bénin 40 000, le Cameroun 36 270. Le Burkina 32 218, le Mali 31 370, le Niger 30 047 et la Mauritanie 30 000. Mais on vous rassure que sur la question du SMIC, les travailleurs sont d'accord. Monsieur Zabi, vous partagez ces opinions? Oui, mais en fait, je pense que qu'on soit du privé ou du public, les syndicalistes travaillent à améliorer, n'est-ce pas, les conditions de vie des travailleurs. Donc, l'effort qui est fait est salué, mais il faut aller plus loin. Parce que quand on voit certains pays qui ne sont pas mieux nantis que la Côte d'Ivoire faire ces efforts-là, je pense que notre pays peut faire mieux que ça. Je voudrais indiquer, concernant la fonction publique, tout à l'heure, vous avez parlé de la fixation des salaires. Au niveau du privé, il y a des débats, mais comme l'a dit tout à l'heure le DICAB adjoint, il y a un cadrage qui est déjà fait à la fonction publique, où le fonctionnaire entre. Et l'indice, comme l'a dit le camarade Soro tout à l'heure, l'indice référentiel de base de 233,45, a été mis en place par un décret des années 60. Vous imaginez un peu qu'à cette époque-là, le prix du pain, je ne sais plus, mais ça ne devait pas être de 150 francs aujourd'hui. Donc, cet indice est resté fixe et fait partie des éléments qui ont véritablement réduit le pouvoir d'achat du fonctionnaire. À côté de cela, il faut ajouter le blocage des avancements qui a pratiquement rendu le fonctionnaire pauvre parce que nous pensons qu'aujourd'hui, le fonctionnaire, au-delà des apparences, vit dans une situation pratiquement sinistrée. Parce que quand on prend, il y a les cadres, c'est vrai, qui ont des salaires acceptables. Descendons dans les grades D et C. Comment vivent-ils devant l'inflation, les coûts des loyers, le transport, le coût de la santé? Parce que là aussi, il n'y a pas de couverture santé pour les fonctionnaires. Contrairement peut-être au privé où on peut avoir des accompagnements parfois. Ici, les fonctionnaires se sont organisés pour mettre en place une mutuelle, mais qui ne règle pas tout. Là même, l'État ne participe pas au plan du financement de sa contribution pour donner plus de force à cette mutuelle pour qu'elle fasse mieux. Parce que le fonctionnaire n'est pas pour sa famille nucléaire seulement. Vous avez la MUGEFSI. Oui, mais elle ne peut pas soigner toute la Côte d'Ivoire. Elle ne soigne que quelques milliers de fonctionnaires et de ses adhérents. Mais et les autres, il y a l'assurance maladie aussi qui arrive. Qui arrive, mais qui n'est pas encore arrivée. Oui. Qui aurait pu, pour nous, permettre de prendre en compte tous ces Ivoiriens. Elle est en expérimentation. Oui, on espère qu'elle viendra plus tôt parce que c'est une bonne chose pour les fonctionnaires. Parce qu'aujourd'hui, le fonctionnaire est une assurance maladie pour sa famille, élargie. Dès que vous avez un malade au village, on vous appelle et vous devez acheter les médicaments cash. Alors que vous avez pris une assurance privée pour votre famille nucléaire, mais quand un de vos parents est malade, mais si l'assurance maladie arrivait, elle prendrait cela en compte et cela permettrait aux fonctionnaires, n'est-ce pas, d'engranger quelques revenus supplémentaires. Donc, je pense qu'il y a tout un ensemble de choses à faire pour qu'on arrive véritablement à un pouvoir d'achat qui permette aux fonctionnaires de
rayonner dans ce pays. Professeur Alban Ouré, M. Zadi a soulevé un problème important, celui de l'inflation par rapport au niveau de revenus. Alors, est-ce qu'il y a un mécanisme qui permet de prendre en compte l'inflation dans la fixation, par exemple, des revenus? Normalement, les revenus ou les salaires ne devraient pas être fixés a priori sur la base de l'inflation. Ça, c'est ce qui apparaît. Mais bien sûr que, compte tenu de l'évolution des prix, et si vous tenez à avoir des travailleurs qui ont accès aux biens et services et qui trouvent donc la capacité de pouvoir bien travailler parce que ces travailleurs se nourrissent bien, alors vous devez tenir compte dans l'évolution des salaires de l'évolution des prix. Et comme on l'a dit, c'est des négociations. Et bien sûr, s'il y a eu évolution du SMIC, c'est parce que on s'est rendu compte que les prix ont évolué sans que les salaires aient suivi. Au niveau de la fonction publique, c'est pareil. C'est pour dire quoi? Que dans les négociations salariales, c'est un élément finalement auquel on se réfère pour dire les prix augmentent, alors regardons. Mais nous voulons dire de façon technique, pour fixer une rémunération ou un salaire, c'est la question de l'offre et de la demande, la question de l'analyse de la compétence de l'individu, la question du besoin de l'entreprise par rapport à la compétence recherchée. Cette compétence va m'apporter combien, alors je lui propose combien. Et la question de dire comment la compétence elle-même se valorise sur le marché. Moi, je dis, bon, moi, je veux, vous voulez m'employer, j'ai besoin d'1 million de francs ou j'ai besoin de 500 000 francs par mois. L'entreprise me valorise, nous sommes en négociation. Bien sûr, il y a des catégories, mais le marché joue son rôle et c'est l'élément prépondérant dans la fixation des salaires. Ça, il faut le dire parce que le marché tient compte des compétences en place, des besoins des entreprises et autres. Et pour renchérir rapidement peut-être sur ce que l'ami disait tout à l'heure, il faut dire que nous avons, tout à l'heure, je donnais quelques statistiques sur les emplois. Et c'est important parce qu'en réalité, c'est seulement 35% à peu près de la population qui est en emploi. Nous avons une population, les personnes qui ne sont pas en âge de travailler, donc 0-14 ans, c'est près de 40% de la population. Donc ces personnes-là sont des personnes dépendantes de ceux qui ont des revenus. Et il faut le dire, donc on dit le fonctionnaire ou le travailleur voit son revenu augmenter, mais il faut voir aussi le taux de dépendance. Il faut voir aussi les individus qui sont dans des chômages déguisés. Parce qu'en fait, ils ont des emplois qui sont en dessous de leur qualification, qui leur amènent des revenus très faibles. Il faut dire, on parlait du SMAG, mais 49% des emplois sont dans le secteur agricole, avec des revenus très faibles, donc en milieu rural. Et le taux de pauvreté est plus élevé en milieu rural. Donc, ces travailleurs dans le secteur moderne, dans la fonction publique, doivent faire face aux besoins. Voilà pourquoi dans les revenus, il n'y a pas que la rémunération salariale ou la rémunération liée au facteur travail. Il y a aussi les transferts. Donc, ce que nous gagnons constitue en partie des transferts pour les autres. Et c'est tout cela qui amenuise le pouvoir d'achat. D'accord, M. Diabaté, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à M. Zadi Nyanyam tout à l'heure? Oui, ce qu'a dit M. Zadi Nyanyam, surtout par rapport à l'indice, c'est vrai que la fixation de l'indice date maintenant. Il y a longtemps, je veux dire, ça a été fixé. Mais ce qu'il faut retenir sur ce point précis, c'est-à-dire que pour l'augmentation du salaire du fonctionnaire, on peut regarder, comme il a dit, sur comment on appelle ça, la valeur de l'indice, mais on peut regarder également sur le quantum de l'indice. Et le choix qu'a fait le gouvernement, c'est d'agir sur le quantum, c'est-à-dire la quantité de l'indice qu'on donne. C'est pour ça qu'on dira, par exemple, qu'on fait une modification de l'ordre de 400%, 400 points d'indice ou 150 points, ainsi de suite. Donc, c'est un peu le choix qu'a fait le gouvernement. Et donc, quand on augmente les indices, de ce point de vue-là, le salaire également augmente. Monsieur Soro, ce qu'il dit, bon, on peut regarder. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, en moyenne, à l'Ivoirien pour vivre décemment? Oh, syndicalement, hein, nous avons fait le calcul, c'est 436 000 francs CFA. Dans ce dispositif, nous avons mis la nourriture, nous avons mis l'habillement, l'éducation, la santé, nous avons mis aussi le transport et un peu de communication. Est-ce que vous y avez mis aussi le fait que c'est un foyer, c'est un ménage et qu'il peut avoir plusieurs revenus? C'est ce qu'on a mis, c'est ce qu'on y a mis. Donc, en tout cas, aujourd'hui, en milieu urbain, syndicalement, quand nous avons fait les calculs, on est à 436 000 francs CFA. Nous allons maintenant repartir dans les rues d'Abidjan en nous posant la question suivante. Comment les Ivoiriens gèrent-ils leurs revenus?
Et c'est toujours au micro d'Astou Touré. Suivant l'argent que j'ai, je liste mes besoins et je mets les points, c'est-à-dire le montant de chaque besoin. Et je fais l'addition et je fais le total. Et puis suivant ça, maintenant ça dépend. Si l'argent ne suffit pas, je diminue les besoins. Mais on met les besoins prioritaires en avant. La priorité, moi, c'est la santé, la nourriture des enfants. J'arrive à m'organiser un peu, garder, comme on dit, ce que je gagne, je garde 10%. Comme le sujet est un de mes maîtres, voilà, garder 10% de ce que je gagne pour pouvoir plus tard faire quelque chose de positif, quoi. Le budget familial, la priorité est donnée à la famille restreinte. Parce que nous sommes d'abord en Afrique. Tu le veux, tu ne le veux pas, tu as des frères, tu as des cousins. À un moment donné, ils peuvent arriver sans te tenir informé. Mais ce qui sera plus important, ce que tu as, il faut d'abord satisfaire la petite famille qui est là d'abord. Maintenant, s'il y a des surplus, on va en tenir compte des autres. Oui, moi je pense qu'il faut faire un bon planning. Là. Il faut faire un bon planning à partir du moment où, avant même de recevoir même le salaire, il faut faire un planning. C'est-à-dire quand il y a des enfants qui vont à l'école, on essaie de voir combien est-ce que, c'est-à-dire leur scolarité coûte combien, et puis bon, comment est-ce qu'il faut les gérer au quotidien, tout ça. Donc c'est un truc qu'on prépare d'avance. Professeur Aouré, comment rationnellement un revenu doit-il être géré? Est-ce qu'il y a des taux à affecter à des dépenses? Rationnellement, c'est comme les gens l'ont dit tout à l'heure, c'est de tenir compte de ce qu'on pourrait appeler les charges fixes en priorité. Les charges fixes et on pourrait dire... Bon, vous avez forcément l'alimentation. C'est un élément important dans les postes de dépenses et en termes de bien-être et de santé. L'alimentation, l'habitat. Vous avez le transport parce que la mobilité est importante pour pouvoir travailler, par exemple. Donc le transport, vous avez la santé et l'éducation. Donc il y a les postes de loisirs sur lesquels on peut jouer à tout moment. Il y a les transferts qui constituent aussi des postes pour certaines familles, les transferts vers les parents. Donc certains le disaient, sur lesquels on peut jouer. Voilà. Et puis il faut penser à l'épargne. Il faut se fixer un taux d'épargne à un moment donné dans le mois, quel que soit ce qu'on gagne. Et aussi, il faut être assez, je dirais, rationnel et réaliste pour vivre de ses moyens. Parce que le gros problème se trouve à ce niveau. Et beaucoup ne vivent pas de leurs moyens, ils vivent au-dessus de leurs moyens et ils sont endettés, donc ils ont beaucoup de soucis. Et si nous gagnons, je dirais comme ça, 100 000 francs dans le mois pour une famille moyenne de 6 personnes et autres, il faut tenir compte du fait que notre revenu total est de 100 000 francs et nous devons donc considérer cela dans le loyer, dans l'alimentation et dans les autres postes que j'ai mentionnés. Bon, maintenant, il y a l'élément aussi qui joue, c'est les prix sur le marché de ces services-là. Et quand nous regardons les enquêtes, on se rend bien compte que en moyenne, les Ivoiriens consacrent environ 50% de leurs revenus déjà à l'alimentation, surtout pour les ménages pauvres et un peu plus de 40% pour les ménages non pauvres. Et si nous cumulons alimentation, habitat et transport, ça fait plus de 72%, près de 73% des dépenses de consommation des ménages pauvres et environ 60% des dépenses de consommation des ménages non pauvres. Donc, on peut vouloir bien gérer le revenu, mais les réalités sont là. Il peut y avoir des situations de santé qui nous dépassent. Et tout cela affecte le revenu. Voilà pourquoi nous parlons de pouvoir d'achat, voilà pourquoi nous parlons des revenus. Mais dans tous les cas, il faut pouvoir donc lisser son revenu, bien mettre son revenu, je dirais, en conformité avec ses besoins prioritaires, en tenant compte de ses réalités et de ce revenu-là pour ne pas le dépasser. Et épargner pour les moments, je dirais, pour les chocs qui pourraient arriver. Voilà, il faut pouvoir épargner. Monsieur Mao, vous qui, entre guillemets, fixez les salaires, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour relever le niveau du pouvoir d'achat des populations? Alors, deux choses d'abord pour rebondir sur ce que disait M. Soro et le professeur. C'est de dire qu'il faut que l'Ivoirien apprenne à vivre sur ses moyens. Et c'est pour cela que nous, la première chose que nous faisons d'abord dans les entreprises, c'est de leur donner une formation, j'allais dire générique aujourd'hui, qui est celle de la gestion du budget familial. Ce que les entreprises, du moins celles du privé, peuvent faire pour améliorer les conditions, M. Soro le disait tout à l'heure, c'est inscrit dans le code. Tous les 3 ans, nous devons nous rencontrer, donc les représentants des travailleurs et les représentants du patronat, dans le cadre donc de la CIPC. La première échéance est-elle arrivée?
La première échéance arrive cette année, donc on va bientôt entrer en négociation avec eux, discuter. On espère que cette fois-ci, on ira plus vite que les fois passées, nous mettre d'accord et ensuite nous réunir dans le cadre donc, de la CCT, donc en présence des représentants de l'État, et pour valider très rapidement donc, la prochaine augmentation. Monsieur Zadi, on assiste d'une manière générale en Afrique à une émergence d'une classe moyenne qui est synonyme quand même d'un pouvoir d'achat conséquent. Est-ce que vous reconnaissez dans cette analyse-là? Oui, mais je voudrais, de façon comparative, et par rapport aux statistiques, les techniciens sont là, ils pourront nous le dire. Je pense qu'aujourd'hui, selon les dernières statistiques, la classe moyenne en Côte d'Ivoire, je crois, c'est autour de 26%. Le secteur informel est à près de 36% au niveau de la classe moyenne. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, être fonctionnaire n'est plus un privilège. Le fonctionnaire en dessous du secteur informel ou des gens... Et parce que je pense que les statistiques s'appuient sur la capacité de la personne à vivre avec un peu plus de 2000 francs CFA jour. Ce qui veut dire que les fonctionnaires, certains fonctionnaires n'arrivent même pas à vivre avec 2000 francs jour. La conséquence immédiate, c'est le taux d'absentéisme dans les services. Ils n'arrivent plus à aller au travail à un moment donné du mois, à partir du 5. Certains n'arrivent plus, n'est-ce pas, à se déplacer. C'est aussi... Est-ce parce qu'ils n'ont pas d'argent oui, plutôt parce que après les charges conscience fixes, professionnelle? Après les charges fixes, la réalité qui s'impose... Souvent, quand ils sont au travail aussi, ça se tourne les pouces. Oui, je veux dire que la réalité par rapport à leur pouvoir d'achat et par rapport aux statistiques indique bien que les fonctionnaires sont en train de rentrer pratiquement, plus de 60% des fonctionnaires tombent dans la catégorie des pauvres. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Mais je voudrais dire que vous avez tout à l'heure indiqué la gestion du budget familial. Je pense que c'est quelque chose qui manque bien sûr à la fonction publique. Vous le faites dans le secteur privé, mais je pense que dans les écoles de formation initiale et même continue, il faut peut-être que des modules de gestion des budgets familiaux soient intégrés pour que le fonctionnaire puisse sortir avec un minimum de gestion. Mais tout cela est lié à la mesure. Je pense qu'il faut avoir de la mesure dans toute chose. Ça, c'est très important vis-à-vis de l'argent. Et cela, en tant que syndicaliste, notre rôle, c'est de revendiquer, mais aussi de former. Et nous devons aussi faire cette formation-là pour que nos camarades puissent aussi, n'est-ce pas, face à leurs revenus, vivre, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'enveloppe et ne pas faire des... Mais il y a aussi une réalité. Tout à l'heure, on a indiqué qu'il est possible de pouvoir trouver des moyens additionnels. Mais à la fonction publique, le statut général interdit aux fonctionnaires, n'est-ce pas, de développer... Ils le font tout de même. Voilà, mais bon, c'est contre la loi. Mais, je veux dire, il y a une interdiction à ce niveau-là qui fait qu'on est obligé de rester dans Qu'est-ce que vous proposez, M. Zadi, aujourd'hui? Moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est de réfléchir véritablement à une nouvelle grille salariale au niveau de la fonction publique. Beaucoup de choses, on a fait beaucoup de choses, c'est vrai. Mais cette grille salariale, la grille de promotion, les accessoires des salaires, quand on parle d'allocation familiale à 2500 francs, les allocations de transport à 5000 francs, 7500 francs à Abidjan, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Il y a donc un besoin de réfléchir à une nouvelle grille salariale qui tienne compte de l'évolution de nos sociétés et de ces réalités-là. Et sur ce plan-là, nous sommes prêts à travailler, comme on l'a déjà fait avec le ministère de la fonction publique, avec l'État, pour travailler à cela, pour que le fonctionnaire ivoirien, qui est, je l'ai dit, l'image de l'État, puisse avoir un blason redoré. Monsieur Diabaté, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Zadi lorsqu'il dit qu'être fonctionnaire n'est plus un privilège? Bon, en fait, je pense que je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là, mais il a relevé tout à l'heure... C'est une réalité qu'il a soulevée. Bon, je vous laisse prendre ça comme une réalité, mais ce que je veux dire sur ce point, c'est-à-dire qu'il a relevé tout à l'heure qu'il faut, comme cela se fait à la HTGC, qu'au niveau des formations, on prenne des modules quand même pour apprendre aux fonctionnaires comment gérer son salaire. Il a relevé également que nos partenaires, que sont les organisations syndicales, devraient en faire de même. Et je salue cette façon de voir les choses. Parce que, comme on le dit, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la gestion également de son salaire. Parce qu'il n'est pas sans oublier qu'il y a beaucoup de problèmes avec les systèmes de margouillage, de choses, mais ça, ce n'est pas forcément au niveau du salaire.
Mais ce que je veux dire plus généralement sur la question du pouvoir d'achat, c'est que le gouvernement a pris la pleine mesure de la question. Et on a dit tout à l'heure qu'il y avait des aspects de santé. Et sur ça, depuis juillet 2017, le chef de l'État a dégagé un budget de plus de 500 milliards pour revoir un peu le plateau technique, voir des centres de cardiologie, enfin tout ce qui peut améliorer la santé des Ivoiriens. Et à côté de ça également, le gouvernement a pris des mesures en créant le Conseil national de lutte contre la vie chère avec cette structure-là. Ils ont pris un certain nombre de produits qui représentent à peu près 27% des dépenses de ménage. On parle de l'huile, le riz, ainsi de suite. Bon, même si ça n'a pas encore commencé à donner ses résultats, mais je pense qu'un travail est fait à ce niveau-là. Et donc, nous avons besoin toujours des suggestions que peuvent faire nos partenaires sociaux, que sont les syndicats et les organisations de la société civile, pour faire en sorte que les décisions qui sont prises par le gouvernement, c'est vrai que le gouvernement met ses agents pour faire appliquer ces décisions, mais il faut également que nous ayons le concours des organisations syndicales et de la société civile. Donc, le fonctionnaire a-t-il des raisons d'attendre beaucoup plus que ce qu'il a aujourd'hui ? Je voulais d'abord terminer sur les mesures prises pour accroître le pouvoir d'achat, pas forcément au niveau du salaire, mais également plutôt vers ce qui peut réduire, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous ne vous soyez pas trop cher, si vous payez votre loyer à un prix raisonnable, tout ça peut concourir également au pouvoir d'achat. Et dans ce sens-là, le gouvernement a pris un avant-projet de loi pour réglementer un peu la question des logements en Côte d'Ivoire. C'est bon de le dire. C'est vrai que pour le moment, le dossier est transmis à l'Assemblée nationale, mais quand ça va se faire, et je pense que tout ça va pouvoir concourir à améliorer le pouvoir d'achat des Ivoiriens globalement, et plus particulièrement les fonctionnaires. Ils peuvent avoir le sourire, les fonctionnaires, à vous entendre. Ils peuvent avoir le sourire, ben, c'est notre souhait. C'est notre souhait. Mais il a dit, c'est-à-dire que le gouvernement est disposé à échanger avec les organisations syndicales. Nous l'avons déjà fait. Et le gouvernement tient ses engagements, et tous les engagements qui ont été pris dans le protocole d'accord portant revendications syndicales, tous ces accords sont mis en exécution par le gouvernement. Donc le gouvernement montre sa bonne foi, sa bonne disponibilité à accompagner et à faire en sorte que les fonctionnaires se sentent bien et que, également par ricochet, que les Ivoiriens aient un mieux-être. Voilà professeur Alban Auré, de la CAPEC, directeur de la CAPEC, pour terminer, comment est-ce qu'on peut relever le pouvoir d'achat? Quelle conciliation trouver entre pouvoir d'achat et coût de la vie? Et comment relever le pouvoir d'achat? Tout à l'heure, M. Zadi, comme M. le directeur de cabinet adjoint, mentionnait la question du salaire, du revenu, donc de l'augmentation, de ce qui a été fait, de ce qui est prévu. Et je vais peut-être prendre un peu le contre-pied pour dire, avant de regarder salaire, il faut qu'on regarde d'abord compétitivité de l'économie globale, il faut qu'on regarde productivité des travailleurs. C'est ce qui doit nous amener au salaire. Nous sommes dans la fonction publique, on dit, bon, le coût de la vie est élevé, le pouvoir d'achat est faible, donc il faut augmenter les salaires. Mais pour quel type de productivité pour les travailleurs, pour les fonctionnaires? Si c'est la même productivité, ça veut dire que vous êtes en train d'accroître les coûts dans votre économie, vous êtes en train d'affecter la compétitivité de votre économie parce que les gens ne produisent pas plus pour avoir plus. Et vous serez en compétition avec des marchés extérieurs. Il y a un document de la Banque mondiale sur la compétitivité des entreprises manufacturières en Côte d'Ivoire qui a montré qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont plus, enfin je dirais, mieux payés que les mêmes acteurs dans des pays asiatiques, Bangladesh, Vietnam et autres. Que les mêmes acteurs. Les gens étaient surpris, mais c'est une réalité lorsqu'on prend la productivité des travailleurs. Donc, nous devons jouer sur la productivité. Ce qui veut dire quoi? Que dans la fonction publique, on doit pouvoir créer des systèmes d'incitation où les plus productifs peuvent avoir des salaires plus élevés. C'est une dynamique importante pour l'économie. Mais non pas que de façon générale, celui qui travaille peu, qui travaille plus, tout le monde voit son salaire augmenter à un moment donné et tout le monde est content, mais il y a des passagers clandestins, il y a des gens qui ne font rien.
et qui ont des... Donc, il faut un système d'évaluation. Il faut bien sûr, pour pouvoir... Tout système d'incitation sur les salaires est lié à un système d'évaluation. La culture du résultat, système d'évaluation, promotion liée aux résultats, à la compétence. Même dans le recrutement, il faut recruter les gens qu'il faut pour les mettre à la place qu'il faut pour atteindre la productivité. Et alors, les salaires peuvent augmenter correctement et nous aurons toute une économie qui se porte bien. Pareil pour le secteur privé. On ne peut pas dire aux gens, non, augmenter les salaires tout simplement. Il faut qu'on regarde la productivité. Et pour qu'on puisse accroître la productivité, il faut jouer sur les compétences. Il faut jouer sur le système éducatif, le système de formation technique et professionnelle. On a parlé longuement du secteur informel avec 93,4% des emplois. Mais il faut accroître la productivité des gens du secteur informel avec des coachings, avec des formations continues, avec la possibilité de labellisation et de certification des métiers. Pour qu'un mécanicien ait un certificat et s'il est très bon dans son métier, je suis prêt à lui donner 20 000 francs là où les autres prennent 15 000 francs ou 10 000 francs parce qu'il connaît son travail. Et là où je donne à 10 000 francs, je prends des risques pour mon véhicule. Donc, il est plus productif et il va gagner une rémunération plus élevée. Donc, je pense qu'il faut commencer par la productivité en regardant la compétitivité de notre économie et les salaires suivront de tous les côtés. C'est la question que je vais poser à M. Soro pour terminer. Comment faire pour mériter le niveau de salaire que vous voulez? Oui, c'est déjà vraiment d'appeler nos camarades travailleurs à une hygiène de vie. Si on a une hygiène de vie, on verra que l'utilisation de notre salaire sera rationnelle, cartésienne. Et à ce moment, s'il y a des gaps qui apparaissent, on est sûr que ce sont des gaps réels et non des faux gaps. Parce qu'on dépense plus souvent dans des divertissements inutiles et après on voit les gaps apparaître. Parce que, pour suivre le professeur, le dernier rapport de la Banque mondiale de janvier 2018 a clairement indiqué que les Ivoiriens ont travaillé, mais n'ont pas mieux travaillé. Ça veut dire qu'on a travaillé, mais on n'a pas produit les résultats qu'il fallait produire. Donc il va sans dire que nous devons en prendre conscience. Et si nous voulons nous engager pour le développement de notre pays, nous devons travailler et être efficaces, efficients. Mais il faut saluer quand même, c'est pas quand même, surtout les entreprises privées de Côte d'Ivoire, parce qu'avec leur partenariat extérieur aujourd'hui, on note qu'effectivement, il y a de l'investissement qui arrive, qui va donc ouvrir de nouvelles usines. Et donc, il y a le marché de l'emploi à ce moment qui est ouvert. Et donc, avec la compétitivité, chacun pourra aller le faire. Nous devons dire que nous devons travailler sur l'école pour que, effectivement, la famille en Afrique devienne une famille, effectivement, nucléaire. C'est parce qu'il n'y a pas l'autonomisation de chacun qu'on est obligé de se rattacher aux travailleurs. L'école permet l'autonomisation. Il faut y travailler. Il faut aussi travailler effectivement sur la santé pour tous. Mieux, les citoyens vont se porter. Ça a été déjà dit. Oui, ok. Il faut aussi travailler pour que les uns et les autres comprennent les normes budgétaires. Parce que pour qu'un pays se développe, il y a des normes. Ratio salaire par rapport à la mouture du budget, chacun doit pouvoir le savoir, mais aussi demander à l'État, à l'heure actuelle. Il faut qu'il regarde un peu l'accessibilité à l'eau. Il faut qu'il regarde aussi sur le coût de l'électricité. Je sais qu'il y a un programme, c'est juste. Tout ce qui a été investi, nous devons aider. Je crois que M. Diabaté a relevé tous ces aspects sociaux. Et pour terminer totalement, oui. Pour conclure, nous devons dire que ensemble, nous devons travailler de l'économie agricole actuelle à une économie industrielle, technologique, pour pouvoir aboutir à une économie de services qui va nous permettre d'avoir accès tous, chacun comme on le veut, aussi rapidement aux services que nous désirons. Et nous sommes engagés dans cette dynamique. Je voudrais vous remercier. Merci, c'est le chemin du développement. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission consacrée au pouvoir d'achat. Nous étions en compagnie de M. Moussa Diabaté de la fonction publique, Nyanya Zadi de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public, professeur Alban Auré, qui est le directeur de la CAPEC, la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, et M. Mahamao de la CGC, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Bonne fête de travail à tous. Restez sur la chaîne qui rassemble. À bientôt.